Depuis plusieurs années, le SCUC innove dans sa façon de communiquer en mettant l'accent sur l'information pour ses étudiants. Dans le cadre des podcasts Envie d'agir, lancés il y a quelques mois, le SCUC présente des actions concrètes proposées par sa communauté. Rencontre aujourd'hui avec Pascal Mollo pour aborder le sujet de la communication non violente. Communication non violente, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça représente ? Première chose qui me vient d'Orient, ça serait de dire que ça serait une communication normale, quoi. Ça veut dire qu'au lieu de s'agresser, au lieu de critiquer, au lieu de menacer, on retrouve une façon simple de dire par rapport à ce qui se passe, ce qu'on ressent, ce qui est important pour nous, c'est-à-dire ses besoins, et puis à demander au lieu d'exiger ou bien d'estimer que l'autre devrait savoir au fond ce dont j'ai besoin sans même que je lui dise. Et j'ai une autre collègue qui appelle ça communication naturelle et vivifiante. Vivifiante au sens où le fait de pouvoir nommer ce qu'on ressent, dire ce qu'on ressent, parler de ses besoins, ça redonne en fait de la vitalité. C'est la première étape à faire avec soi-même finalement, se rendre compte des choses et accepter les choses aussi. Oui, accepter ce qu'on ressent. C'est le contraire de ce qu'on m'avait appris, même si je suis médecin, on pourrait croire que comme médecin, on est plus à l'écoute de son corps, de ce qu'on ressent, mais pas du tout. Marshall Rosenberg, le fondateur, le dit. Les gens sont toujours étonnés qu'on dise ce que ça n'est pas, communication non violente. Mais en fait, il a gardé cette appellation en lien avec Martin Luther King et avec Gandhi par rapport à ce mouvement véritablement de non-violence, d'agir puissamment, mais pas en ayant recours à la violence. Ce qui veut dire par violence, c'est des comportements, des attitudes, des méthodes qui vont être destructrices. Et fondamentalement, Rosenberg dit, je vais rien vous apprendre de nouveau, je vais vous réapprendre quelque chose que vous savez déjà. Et il a effectivement fait une synthèse de beaucoup d'approches, de beaucoup de savoirs universels, aussi bien en philosophie qu'en spiritualité, en psychologie. Et il nous donne une approche pratique pour nous relier à ce que nous vivons instant par instant et aussi pour comprendre ce qui se passe pour l'autre. Et non violente dans l'idée véritablement de ne plus voir l'autre comme un ennemi, mais de le voir comme un être humain qui lui aussi souffre, qui lui aussi est vulnérable, qui lui aussi ne sait pas davantage que nous comment dire les choses. On peut avoir peur, on peut être déstabilisé et c'est normal, quoi. Et qu'on partage tous, je dirais, la même humanité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu de vue en nous faisant croire qu'on devait être d'une certaine manière. Rosenberg, il parle d'un mode de communication qui est aliénant. C'est-à-dire que peu à peu, ça commence avec le tout petit enfant, on va nous couper de nous-mêmes pour devoir correspondre à un modèle parental, aux réussites des parents que les parents n'ont pas réussi à faire. C'était pas exactement mon cas, mais si je suis médecin de premier métier, c'est parce que c'était le rêve de ma mère. Bon, j'ai pas regretté après, mais elle, pour d'autres raisons, à son époque, à la fin de la guerre, c'était pas facile de payer des études à tout le monde. Mais voilà, il y a une énorme pression de devoir correspondre à des attentes extérieures qui fait qu'on se quitte nous-mêmes. C'est ça le sens d'aliénation, d'une communication aliénante qui nous coupe de nous-mêmes, de nos véritables rêves. Donc cette communication non violente, c'est renouer avec qui nous sommes, avec nos propres rêves, à travers ce langage des besoins. Et c'est aussi écouter différemment au lieu de prendre les choses contre soi. C'est vraiment une pratique pour se relier à ce qu'on vit en soi, ce qu'on observe, ce qu'on ressent, nos besoins et faire des demandes. Et de l'autre côté, même si l'autre est agressif ou nous paraît hostile, comprendre que lui aussi, peut-être il est en train de se défendre, mais que lui aussi, il a un ressenti, il a des besoins. Il y a des actions comme celle-ci qui se retrouvent assez régulièrement finalement, que l'on soit étudiant dans la vie professionnelle ou même avec des conflits parfois familiaux. On le vit constamment en fait, cette démarche-là et cette communication non violente. Oui, j'aime bien dire que c'est tout terrain. C'est vraiment tout terrain et vraiment comprendre qu'à chaque fois que quelqu'un a l'air de nous agresser, il est en train de se défendre. Et il souffre et il dit « aime-moi ». C'est pas facile quand quelqu'un dit « mais t'es nul » ou bien « c'est stupide ce que tu dis » ou bien « on peut jamais compter sur toi » ou bien « t'es arrogant » ou « t'es trop timide », enfin tous les jugements qu'on a pu recevoir. Comprendre à chaque fois que c'est pas une attaque mais que la personne essaye d'exprimer quelque chose d'important pour elle, ça on en a vraiment besoin tout terrain. Alors que ça soit dans l'intimité, que ça soit dans la vie de couple, que ça soit dans la vie de famille ou au travail, à chaque fois être capable de dire ce qui est important pour soi. Par exemple si l'autre dit de toute façon t'es pas fiable ou bien tu veux toujours avoir raison ou bien on peut pas compter sur toi, comprendre que la personne elle essaye de dire qu'elle a besoin de fiabilité ou qu'elle a besoin elle aussi d'être entendue. Voilà, c'est des clés toutes simples mais qu'on nous a pas forcément apprises. Rosenberg dit nous avons appris à parler mais pas à communiquer. Voilà, communiquer ça veut dire parler mais aussi écouter et essayer de rejoindre l'autre dans ce qu'il essaye de dire même maladroitement.
Qui dit apprentissage dit maturité, avancer dans la vie pour apprendre finalement au fur et à mesure. Les étudiants, comme leur nom l'indique, ils sont encore très jeunes. Quel message vous pouvez leur passer à ceux qui connaissent pas la communication non violente ou qui savent pas ce qu'il y a derrière ou qui n'osent pas non plus franchir le pas pour avoir des informations? Quel message vous pouvez leur faire passer? Moi, j'aurais bien aimé, comme étudiante en médecine, qu'on me le dise, au lieu de me dire que mes émotions, je devais les suspendre avec ma blouse, enfin avec mes vêtements quand j'enfile ma blouse, quoi. C'est extrêmement violent de dire à quelqu'un qui ne devrait pas ressentir ce qu'il ressent et de lui faire porter un masque, parce que les masques, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Bien sûr, aujourd'hui, on a ces masques qui sont très gênants, mais de dire vraiment que être professionnel, c'est de ne pas montrer ses émotions. C'est extrêmement violent. Donc j'ai envie de dire aux étudiants que d'avoir peur, de douter, même d'avoir peur du regard de l'autre, de se comparer, c'est normal, j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'on aura un podcast sur quitter la peur du regard de l'autre, hein, qui est vital, quoi. Mais quand vous avez des émotions, du doute, de la tristesse, vous vous sentez seul, n'hésitez pas. Ce qu'on veut avec le SCUC et notre groupe un peu de communication non violente, en tout cas les différentes personnes formées, c'est offrir des espaces d'écoute, hein, c'est restez pas seul, venez demander du soutien, venez parler de ce que vous vivez. Je dirais aussi bien que respirer, manger, dormir, on a besoin d'écoute, on a besoin de partage. Je vous ai passé une liste de besoins. La communication non violente, elle nous aide à nommer ce qu'on ressent. Et le fait de nommer, déjà, c'est montrer au niveau du cerveau de ce qu'on appelle l'amygdale cérébelleuse, nommer son stress, nommer sa peur, ça la désamorce. Et après, reconnaître qu'on a besoin, on a des besoins de protection, des besoins de confiance, de réconfort, de soutien, des besoins d'acceptation, d'attention, de chaleur humaine, des besoins de compréhension, des besoins aussi de sentir qu'on peut participer, être utile à quelque chose. Donc ce que j'ai envie de dire aux étudiants, c'est, voilà, nous avons appris à parler mais pas à communiquer, donc c'est normal d'avoir du mal à oser dire, c'est normal aussi d'avoir des doutes, je dirais d'oser se montrer comme on est, parce qu'on nous a tellement montré des modèles qui sont loin de nous, quoi. Des modèles, l'idéal, la pression d'un idéal, c'est horrible, quoi. Et si on est déprimé, c'est parce qu'on a beaucoup trop de pression sur les épaules, quoi. Il y a une notion qui revient beaucoup, sans que vous la citiez et que vous disiez le mot concrètement, la notion de partage. Vous l'avez dit, il y a plusieurs personnes qui sont formées, il y a de la transmission. On se nourrit finalement aussi de ce que l'on apprend des autres. C'est essentiel, ça aussi, à tous les niveaux, que l'on soit étudiant dans la vie professionnelle. C'est important aussi de se nourrir des autres. Vraiment, je dirais partager, entendre l'autre, voir ses gestes, aussi bien agréables que désagréables, hein. On parle beaucoup de tout ce qui se dit à la machine à café. On sait même que dans les congrès, les moments les plus importants, c'est les pauses, hein. Et quand je donne des formations, les gens peinent à tarder. Et j'ai vu dans les fiches d'évaluation l'autre jour qu'ils regrettaient, ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de moments informels. Donc le besoin de partage est énorme. Et on sait très bien que dans la famille, souvent, on ne se connaît pas. Je veux dire, la famille, j'aime bien dire lieu de croissance, lieu de souffrance, mais c'est pas là où on se montre le plus intime. Et c'est horrible parfois que c'est au moment des enterrements que les gens sont bouleversés de découvrir par des témoignages la personne telle qu'elle est. Donc on a besoin de partage et appartenir à une communauté étudiante, à un café, à une association. Et c'est pour ça qu'on veut avec le SCUC, l'épicerie solidaire, un café sympathique, un lieu où on ose rêver, où on ose dire, un lieu où on peut être accueilli, c'est vital. On souffre énormément de solitude. On le dit pour les personnes âgées, mais c'est aussi vrai pour les étudiants. Ça a été particulier pendant le confinement. Alors, on a créé des cercles d'empathie par visio. C'était déjà pas mal, hein, pour pas rester seul. Plusieurs personnes sont venues à Angoulême parce que j'avais lancé quelques cercles. Oui, c'est un besoin vital. Hein, de même que ce besoin vraiment de participation, un besoin de création aussi, un besoin de récréation. On a des groupes de pratique, des groupes qui sont fondés sur des jeux qui permettent d'apprendre à communiquer. Et oui, au café, on pourra proposer ça aux étudiants pour que chacun y aille à sa mesure, hein, parce qu'on a besoin d'être apprivoisé. C'est pas facile de s'exprimer en public. Même là pour moi au micro, j'ai bégayé une ou deux fois. Voilà, c'est pas forcément facile de s'exprimer. On a à la fois ce besoin d'appartenance, d'appartenir à un groupe, et on a aussi besoin de liberté, c'est-à-dire d'être reconnu dans sa différence, quoi. Mais partager, ça permet de se rendre compte qu'on a des émotions comme tout le monde. Hein, en écoutant les témoignages des autres, ça permet de se rendre compte qu'on est normal. C'est le SCUC qui nous réunit aujourd'hui. C'est une association, il y a les bureaux des étudiants, etc. avec ce cadre associatif. Vous, actuellement, vous êtes un petit peu avec un rayonnement national, rattaché au niveau national. Est-ce que vous avez dans l'objectif de vraiment localiser la chose par une association notamment locale ou territoriale? Oui, j'ai envie, vraiment à la fois pour des raisons personnelles, je suis un peu fatiguée
de voyager avec mon petit matériel de formatrice, etc. Ça a beaucoup de sens, et on le voit bien avec tout ce qui s'est passé, le confinement, de développer localement et régionalement. Là, avec les collègues de Nouvelle-Aquitaine en communication non violente, on se réunit aussi. Bon, les distances sont grandes, hein. Il n'y a pas le métro comme je faisais à Paris. Mais bon, j'apprends à faire de la route, mais vraiment pour moi, ça a beaucoup de sens qu'Angoulême, que la région devienne une ville vraiment, que la bienveillance soit pas un mot, soit vraiment une ville solidaire, où on aille vers ceux qui sont exclus, qui sont fragilisés, où on partage des ressources. Parce que je crois que la communication non violente nous rappelle l'interdépendance. Marshall Rosenberg disait qu'il n'y aura jamais de sécurité sur la planète sans, ça me touche de le dire, tant que les besoins d'une personne ne seront pas satisfaits. Et je commence à voir, je m'attendais pas à voir autant de gens qui commencent à mendier aussi à Angoulême et autour, je veux dire. Et je peux pas être heureuse chez moi si je ferme ma porte et si je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas leurs besoins de base satisfaits à l'extérieur. En même temps, j'ai aussi un besoin de protection, donc je vais pas ouvrir ma porte non plus tout le temps, mais on peut être à plusieurs, on peut créer, on peut innover. Et en fait, notre vraie joie, c'est pas l'individualisme, hein, c'est pas de construire ma piscine, etc. Mais c'est de savoir qu'on peut, dans les besoins de participation, c'est énorme. Hein, on a ce besoin de contribution. Mais chacun à sa mesure. Il s'agit pas de faire beaucoup. Voilà, le mouvement Colibri de Pierre Rabhi, voilà, c'est avec notre petite goutte d'eau, on peut faire un changement. Et pour moi, c'est très joyeux de passer cette matinée avec vous. Voilà, je crois que de oser rêver ensemble, oui, à un monde plus solidaire, mais à notre mesure. Et je crois qu'après, ça va attirer. Les cafés sympathiques sont une porte d'entrée pour obtenir des réponses à vos questions. Des podcasts réguliers sous forme de boîte à outils vous seront aussi proposés très prochainement pour vous donner des leviers précieux face à des actions concrètes pouvant être rencontrées au quotidien.